c'est Catbook. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul de septembre 2022. Comme je suis en plein rangement actuellement de ma bibliothèque, je ne peux pas vous montrer les livres en eux-mêmes. Je vous avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo que j'en avais à peu près une vingtaine. Il s'avère que j'en ai un peu plus que prévu. Donc je vais vous dire les titres, je vais vous lire les résumés. Certains, je ne vous lirai pas le résumé parce qu'ils passent tellement actuellement sur les chaînes de mes autres collègues que vous connaissez forcément, vous les avez forcément vus passer. Donc ça sert à rien que je vous refasse un résumé, vous les connaissez ou vous les avez peut-être même déjà achetés. On commence avec la suite que j'avais lue au mois d'août, #Murder tome 2 de Gretchen McNeil aux éditions Milan. Donc c'est la suite des aventures de Dee au sein de l'Alcatraz 2.0, donc une prison où elle doit survivre avec ses amis. Je vous mets les couvertures comme d'habitude. J'ai entamé également, j'ai acheté le contrat de Dorian Gray de Mélanie de Coster aux éditions Milan également. Alors, il s'agit donc de Morane. Morane a 17 ans et elle vit dans un monde où, à 20 ans, on est incité à signer le contrat Dorian Gray et à ne plus vieillir jusqu'à ses 70 ans. Personnellement, ce serait intéressant. Dans cette société totalitaire, on vit donc jusqu'à 70 ans pour ensuite vieillir d'un seul coup et mourir en quelques minutes. Tous et toutes au même âge. La mort est ainsi devenue pour beaucoup insupportable puisqu'elle vous fauche en pleine santé. Voilà. J'ai également acheté, suite au conseil de bon nombre d'entre vous, le tome 1, 2 et 3 de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc je vous lis le résumé donc du tome 1 parce que sinon si je vous lis les deux autres ça va pas le faire, c'est du spoil. Alors, dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Mia Corver parvient de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville construite sur les ossements d'un dieu mort, recherché par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres et celui-ci va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'a jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. La trahison et des épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Pas cool. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. J'ai également été séduite par Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid aux éditions Charleston. Si vous entendez du bruit, c'est pas grave, hein, c'est ma fille de 18 mois qui est en train de jouer dans son parc. Hein. Faut bien que je fasse la vidéo quand à un moment, mais tant qu'elle est sage, voilà. Donc Malibu, samedi 27 août 1983, la ville entière vibre d'excitation. Ce soir, Nina Riva donne sa grande fête annuelle, l'événement le plus notoire décadent de la côte ouest auquel tout le monde rêve d'être invité, star du showbiz comme anonyme. La seule personne à ne pas partager cet enthousiasme est peut-être Nina. Justement, après des années à porter sa célèbre famille à bout de bras, elle se passerait bien de jouer une fois de plus les hôtesses parfaites. On peut la comprendre. Livrés à eux-mêmes dès leur plus jeune âge, les enfants Riva ont réussi à devenir des modèles de succès qui fascinent aujourd'hui l'Amérique. Mais sous cette belle façade, Nina, Jay, Hud et Kit cachent chacun leur propre secret. Et si à minuit la fête bat son plein, au matin, le passé sera venu frapper à la porte des Riva et leur palier de verre surplombant l'océan sera en flammes. Au suivant, donc là on est déjà au 7e livre. Je vous dis, il y en a beaucoup. J'ai également voulu m'acheter Les secrets de Thornwood House de Anna Romer aux éditions Pocket.
Les secrets n'appartiennent qu'aux vivants. Après le décès de son ex-mari, Audrey, photographe indépendante, et sa fille Bronwyn déménagent dans une propriété reçue en héritage dans un coin perdu de Queensland, en Australie. C'est dans une maison abandonnée qu'elle commence à zéro et qu'elle découvre la photo du grand-père de son mari, médecin pendant la Seconde Guerre mondiale. Intriguée par le personnage, elle apprend qu'il aurait assassiné sa maîtresse en 1946. Elle plonge alors dans un passé oublié et dans les secrets familiaux. Chose étrange, des meurtres similaires se produisent toujours dans la région. Le mystère s'épaissit et avec lui, les dangers. Il y a un peu de tout, hein, aussi bien du fantastique que des secrets de famille. J'ai vraiment un peu craqué un peu partout. J'ai également été tentée par le livre Claustria de Régis Geoffrey aux éditions Seuil. Donc le résumé, donc on est le 28 avril 2008 dans une petite ville d'Autriche. Une mère sort avec 3 de ses enfants de la cave où elle a vécu dans une claustration absolue durant 24 années. Violée par son père, elle les a mis au monde dans cette prison sans fenêtre. Sur place, l'auteur a découvert de nouveaux éléments qui remettent en cause l'enquête de la police. Claustria est le roman de cette histoire unique. Voilà. Tombent les anges de Marlène Charine aux éditions Calment Lévy. Donc ça relate, donc c'est un polar il me semble. Lors d'une intervention de routine à Paris, Cécile River, une jeune gardienne de la paix, un brin désabusée, entend une femme appeler au secours dans un appartement pourtant vide. Le lendemain, on apprend que la locataire a été assassinée à des centaines de kilomètres de là. Cécile n'a pas pu l'entendre, sauf si. Mais quand on est flic, on croit au mal, pas aux fantômes. Moquée et mise au banc de sa brigade, Cécile est recrutée par le capitaine Kamarek, le seul à ne pas la prendre pour une folle, le seul à lui donner une nouvelle chance. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort d'une infirmière de 25 ans, décrite comme un modèle de gentillesse par ses proches, mais qui cachée devient sombre secret. J'ai également craqué ensuite pour le prieuré de l'Oranger, le Samantha Shannon aux éditions de Saxus, donc l'intégrale. Là pareil, j'ai pas besoin de vous faire le résumé parce que tout le monde le connaît, il passe sur beaucoup de chaînes, donc c'est pas la peine, hein, je vais pas vous embêter avec un résumé que vous connaissez probablement l'histoire ou vous en êtes déjà intéressé. J'ai acheté ensuite L'Homme Cré de C.J. Tudor aux éditions Pygmalion. Après avoir aimé et lu l'un de ses derniers livres, Les Incandescentes, j'avais adoré. Donc j'ai voulu me pencher un petit peu sur cet auteur et donc j'ai acheté L'Homme Cré. Donc là on est en 1986. Le jeune Eddie et ses amis élaborent un langage secret pour communiquer. De petits bonshommes tracés à la craie. Ce qui n'est qu'un jeu prend une tournure tragique lorsque l'un de ses dessins les conduit jusqu'au cadavre d'une jeune fille. 30 ans après le drame, alors qu'Eddie le pense derrière lui, le passé refait surface. Le jeu n'est pas terminé. J'ai embrayé ensuite sur La disparition d'Annie Thorne, toujours du même auteur, aux éditions Pygmalion également. Donc celui-là, vous en avez également entendu parler sur chez plusieurs personnes également, donc je vous fais grâce du résumé. Voilà, j'ai acheté Le Pensionnat des Innocentes, que je trouvais très intéressant, de Angela Marson aux éditions Belfond Noir. Donc là, on est en 2004. Par une nuit glaciale, 5 personnes scellent un pacte au-dessus d'une tombe fraîchement creusée. Mais les secrets finissent toujours par remonter à la surface. Ça veut tout dire. Forcément, quand je vois un résumé comme ça, moi j'achète. Après, j'ai voulu une petite note de légèreté quand même. Hein, même si on approche d'Halloween, j'ai pas voulu acheter que du polar, du thriller ou de l'horreur. Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon aux éditions Le Livre de Poche. Donc le plan de Paulette, 85 ans, semblait parfait. Jouer à la vieille bique qui perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses rêves dans le sud de la France. Manque de chance,
Elle échoue dans une auberge de campagne au milieu de nulle part. Loupé. Le nouvel pensionnaire n'a qu'une idée en tête, quitter ce trou le plus vite possible. Mais c'est compter sans sa nature curieuse et la fascination que les autres résidents et surtout leurs secrets ne tardent pas à exercer sur elle. Que contiennent en effet les mystérieuses lettres trouvées dans la chambre de Monsieur Georges, et qui est l'auteur de l'étrange carnet trouvé dans la bibliothèque? Une chose est certaine, Paulette est loin d'imaginer que ces rencontres vont changer sa vie et peut-être enfin lui donner un sens. Là, j'ai ensuite été intéressée par un livre sur donc ça doit être un livre ado, je pense. Ça s'appelle Elle de Magali Inguibert de Hugo Roman. Est-ce le début d'une nouvelle vie pour Jessie? La voilà qui vient s'installer chez la sœur de sa mère, loin de chez elle, bien décidée à échapper aux démons de son passé. Jessie est une rebelle. Mal dans sa peau, elle tranche dans la famille bourgeoise de sa tante, mais peu importe. Si elle n'y trouve pas sa place, elle a l'habitude. Elle a bien l'intention de conserver cette attitude également dans son établissement. On va voir ce que ça va donner. J'ai été tentée également par un autre... Alors là, par contre, c'est plus un drame. Hein, c'est plus un roman contemporain, je pense. 3 mois et un jour de Catherine Ressé aux éditions Flammarion. Donc, j'avais 7 ans quand j'ai perdu un petit frère de la mort subite du nourrisson. Loïc avait 3 mois et un jour. Sa présence si éphémère fut-elle à imprégner toute ma vie. Il y a 4 ans, notre mère m'a annoncé qu'elle songeait à le déménager du cimetière où il était enterré. Je me suis alors replongée dans ma mémoire trouée, au cœur d'une enfance heureuse, d'une famille heureuse, sans lui et avec lui, car il n'était jamais loin. Avant qu'il ne soit trop tard, j'ai traqué ses traces dans les petits papiers et dans les archives. Il y a les reliques et les photos, les lettres, les signes et les légendes, sans oublier les oiseaux. Catherine Ressé délaisse la fiction pour ce récit intime qu'elle porte en elle depuis longtemps, en écho à d'autres livres sur le deuil. Elle explore dans 3 mois et un jour la douleur de la perte et met en scène la réparation des vivants. Donc, étant maman, forcément, je suis un peu curieuse de savoir ce que ça peut donner. J'ai ensuite acheté Le Réveil des sorcières de Stéphanie Janicot aux éditions Albin Michel. Forcément, hein, on approche d'Halloween, sorcières et vampires, quand c'est ça. Et si en commençant son nouveau roman sur la magie noire par un accident de voiture fatale, la narratrice avait provoqué la mort de son amie Diane, guérisseuse et médium. Dans la forêt de Brocéliande, où elle se retrouvait l'été, les légendes celtes, la pratique de la sorcellerie sont toujours prégnantes. Le mystère grandit autour de Diane, sa tragique disparition et ses pouvoirs exceptionnels, dont semble avoir hérité sa fille cadette Sohan. Une adolescente sombre et troublante, hantée par le deuil et la certitude que sa mère a été assassinée. Ensuite, j'ai mon petit chéri qui m'a fait plaisir et qui m'a acheté un livre que j'attendais depuis très longtemps. Il s'agit donc de Inheritance Game 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Alors là, c'est pas la peine que je vous fasse le résumé. Le 1 est passé entre de nombreuses mains. Le 2, il va faire pareil. Donc, c'est pas la peine que je vous en parle. Vous connaissez déjà le speech. Après, j'ai acheté Les 1000 portes de January de Alix E. Harrow. Donc, aux éditions Hachette et Rose. J'ai adoré la couverture. C'est un peu ça qui m'a décidé à l'acheter. Donc, un voyage aux confins des mondes, une aventure fantastique entre terre-mer et à la croisée des mondes. Selon January Rudy, il n'y a qu'une façon de s'échapper de sa propre histoire, c'est de se faufiler dans celle de quelqu'un d'autre grâce à une des 10 000 portes. Pénétrez-vous aussi dans le monde magique de l'écrit, où certaines paroles tracées ont le pouvoir de modifier le réel, alors que le mal qui ferme les portes, une à une, sur vos talons. Attention, la magie vient toujours avec un prix. Ouh. Ensuite, donc j'ai acheté donc sur le net un livre que je ne trouvais nulle part ailleurs. Il s'agit des Brumes affamées de Dawn Kurtagis. J'espère que je le dis bien.
parce que c'est pas facile des fois les noms, aux éditions du Chat Noir. J'adore la couverture aussi. De nos jours, Zoé, obsédée depuis toujours par les ruines de Millhouse, qui semble avoir un lien avec l'amnésie de son père, fugue avec son meilleur ami pour y mener l'enquête. Sur place, des événements étranges les font douter. Sont-ils seuls? En danger? D'autant plus que personne ne sait qu'ils sont ici. 1851, Rohan emménage à Millhouse pour y vivre avec son nouveau tuteur après le décès de son père. Elle y fait la rencontre d'autres orphelins, mais quand elle comprend qu'elle est liée à un ancien secret, elle décide de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard, avant que les brumes ne se referment complètement autour du manoir. 1553, vous voyez, on suit plusieurs personnes, je pense à plusieurs temps différents. Hermione, jeune mariée, accompagne son époux dans les terres sauvages du nord du Pays de Galles où il a prévu de construire une maison et un moulin à eau. Mais bientôt, des rumeurs concernant des rituels démoniaques se propagent. 3 femmes, 3 époques différentes, toutes liées par un pacte impie. Un pacte signé par un homme qui, plus de 1000 ans plus tard, est peut-être encore là. J'ai ensuite craqué, grâce à vous, merci beaucoup mesdames et messieurs, parce que je pense que d'autres l'ont lu, et les hommes aussi peuvent le lire, Désenchanté de Marie Vareille aux éditions Charleston. Là c'est pareil, j'ai pas besoin de vous faire le résumé. J'ai également acheté Deux perles et de corail tome 1 de Mara Rutherford aux éditions Martinière Jeunesse. Alors après, j'ai vu un livre à la médiathèque, j'ai pas eu le temps de finir de le lire, donc il fallait absolument que je le rende, donc je l'ai acheté, je l'ai pas trouvé très cher en occasion. Ça s'appelle Dividing Eden, tome 1, c'est une duologie de Joël Charbonneau, je m'en doutais que j'allais faire une faute là-dessus, aux éditions Milan. Lorsque leur père, le roi, et leur frère aîné meurent, les jumeaux Caris et Andreus doivent s'affronter dans une série d'épreuves pour déterminer lequel des deux régnera sur le royaume d'Éden. Eux qui n'ont jamais pensé à accéder au pouvoir et qui ont passé toute leur vie à se protéger mutuellement se retrouvent en concurrence pour la première fois. Andreus bénéficie du soutien du conseil et Caris de celui du peuple. Impossible a priori de les départager, mais dans l'ombre chacun intrigue pour voir son favori monter sur le trône. Malgré leur attachement, s'engage une bataille sans merci entre le frère et la sœur. Jusqu'où sont-ils capables d'aller pour obtenir la couronne? Peuvent-ils continuer à se faire confiance? Doivent-ils écouter les conseils de ceux qui, prétendument pour leur bien, les éloignent l'un de l'autre? Voilà, donc moi ça m'a semblé encore une fois une histoire de royaume. Je suis toujours attirée par ça, les royaumes, les reines, les rois, les princesses. Bon bah voilà, hop, j'ai dû acheter forcément. Après je suis tombée sur Facebook sur une publicité d'un livre qui m'a semblé vachement intéressant. Ça s'appelle Murder Party de Ludovic Marin. Donc je pense que ça ressemble à un cosy mystery ou polar. Donc Londres de nos jours. Eleanor Waltham, décoratrice d'intérieur, s'est inscrite sur un site internet spécialisé dans l'organisation de Murder Party. L'événement se tiendra quelques semaines plus tard au nord de l'Angleterre, dans un vieux manoir isolé. Forcément, voilà, ça devait que m'attirer. L'occasion pour elle et son mari Tyler, fonctionnaire de l'administration britannique et passionné de romans policiers, de passer un week-end loin de l'agitation de la capitale. Mais bon, on se doute qu'il va se passer autre chose qu'un truc banal. Je me suis aussi ensuite procuré donc Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein de Pocket. Donc une île, 10 clans. Tous les 10 ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet, une journée d'orgie, où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires. Il y a 10 ans, Faolan, fils d'un chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Sauvé par le fils du chef victorieux Torok, il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies perverses. Enfin, la nouvelle compétition est sur le point de commencer. L'occasion tant attendue pour Faolan pour prendre sa revanche. Aura-t-elle le goût du sang? Voilà.
Après, j'ai été tentée donc par Les Rêves de nos mères, tome 1 de Karine Pitocchi aux éditions Pocket. Là, c'est pareil, je vous mets pas le résumé parce qu'il est passé entre de nombreuses mains. Ainsi que La Villa aux étoffes, tome 1 de Anne Jacob aux éditions 10-18. Là, je préfère nettement la couverture en poche que la couverture brochée. J'ai ensuite attendu la sortie avec impatience de L'Empire des femmes, tome 1, Sapientia, aux éditions Didier Jeunesse, qui est une diologie. Les femmes sont au pouvoir, tête pensante régnant sur la vie politique de Sapientia. Les hommes, eux, sont réduits à l'esclavage. Ah, voilà qui est un peu intéressant, ça change. Le grand tournoi annuel de gladiateurs approche. Dans les géoles de l'arène, les hommes angoissent et sont prêts à tout pour survivre aux épreuves et avoir la chance de devenir géniteurs. Les jeunes filles attendent l'événement avec délectation car elles vont pouvoir choisir leurs favoris. Toutes, sauf Adonna, que l'enjeu terrifie. Ça peut pas plaire à tout le monde non plus. Après, pareil, j'ai vu un livre assez intéressant qui est assez ancien. C'est Marqué, tome 1 de Alice Broadway aux éditions PKJ. Donc là, c'est pareil, il me semble que c'est une duologie. Quand toute votre vie est inscrite sur votre peau. À la mort de son père qu'elle a tant admiré, Léora souhaite honorer sa mémoire. Et dans les hautes castes, il est d'usage de relire au cours d'une cérémonie les événements qui ont marqué la vie d'un personnage important. Mais à mesure qu'elle parcourt le livre de son père, la jeune fille découvre avec stupeur que certains passages ont été réécrits ou qu'ils sont complètement disparus. Pire, un mystérieux tatouage désigne son père comme coupable d'un crime. La jeune femme devra remettre en cause toute son existence pour comprendre d'où elle vient et sur quel mensonge est construite la société où elle vit. J'ai ensuite acheté Four Dead Queens de Astrid Scholz aux éditions Casterman. Forcément, là on parle encore une fois de trône, de reine, donc forcément je ne pouvais que l'acheter. Il me faisait de l'œil depuis un petit moment d'ailleurs. Après, j'ai acheté La Maison des Oubliés de Peter James aux éditions Pocket. Le déménagement dans ce manoir charmant devait être le point de départ pour une nouvelle vie. Après des années passées dans la banlieue de Brighton, Holly Harcourt ne pouvait rêver mieux qu'une existence paisible à la campagne. Le reste de la famille suit d'un pas hésitant, mais ne rechigne pas pour autant à cette nouvelle aventure. Cependant, peu après leur installation, des scènes étranges se déroulent dans la maison. Des ombres apparaissent, les animaux domestiques se comportent de manière bizarre et plusieurs accidents déroutants ont lieu. Bientôt, Holly n'a plus de doute. Leur présence n'est pas vraiment souhaitée. Quelqu'un semble même prêt à tout pour les expulser à n'importe quel prix. J'ai ensuite acheté Les Indécis de Alex Donnell aux éditions L'Archipel. Donc je vous lis le résumé. Je ne vous ai pas demandé qui vous étiez, mais quoi? Quel genre littéraire? Voilà comment Max, 33 ans, est accueilli dans un bâtiment froid et austère avant de comprendre qu'il vient de mourir dans un accident de voiture. Il n'est ni au paradis, ni au purgatoire, mais à l'inspiratoire, où les morts doivent choisir un genre littéraire afin d'inspirer un auteur sur Terre. Ils sont ainsi réincarnés en personnages de romans. Sous le choc de sa mort brutale, Max a plus de questions que de réponses. Il est ce qu'on appelle un indécis. Pour le guider, il peut compter sur Madame Schmitz, sa défunte professeure de français. Mais Max doit faire vite. Il n'a que 24 heures pour prendre la plus importante décision de sa seconde vie. Après, il y a Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont qui m'ont fait de l'œil grâce à vous, mesdames. Merci beaucoup, le portefeuille a vraiment morflé. J'ai également aussi acheté Dark Element, tome 1, Baiser brûlant de Jennifer Armentrout aux éditions J'ai lu.
Alors après, c'est un petit peu particulier, c'est un témoignage que j'aime beaucoup cette autrice. Donc ça s'appelle « Il y a quelqu'un dans la maison » de Patricia Daré aux éditions Michel Lafon. Patricia Daré qui apparemment est médium et j'ai souvent lu, je ne sais pas le premier roman que je lis d'elle, qui est surtout très intéressant. Patricia Daré a déjà évoqué dans plusieurs livres les rapports avec l'au-delà que son don de médium lui permet d'entretenir. Elle aborde ici les cas de maisons hantées, dans lesquels elle a été amenée à intervenir avec prudence. Elle sait bien que l'esprit humain est capable de créer des visions qui sont plus du domaine des psys que du sien. Mais elle sait par ailleurs que certaines âmes, restées bloquées à l'heure de leur mort, continuent d'errer dans des demeures dont elles se croient encore propriétaires, faisant parfois vivre à leurs habitants un enfer. Voilà. Après, j'ai vu un polar passer qui m'a semblé vachement intéressant. C'est Bonne nuit maman de Mi-hei Seo. Voilà, c'est coréen, de Mi-hei Seo, de livre de poche. Donc, on suit Seon Young, criminologue et professeur à l'université, qui est sollicité par un détenu en attente de jugement. Cet homme, un serial killer qui a assassiné 13 femmes, veut lui parler à elle seule. Seon Young va devoir faire preuve de la plus grande prudence face à ce tueur hors norme, intelligent et manipulateur. Dans le même temps, son mari se voit contraint de faire venir chez eux sa fille née d'un précédent mariage, une enfant de 11 ans, qui serre contre elle son ours en peluche. Bouleversée par les décès de sa mère et de ses grands-parents maternels, des décès pour le moins suspects d'ailleurs. On arrive presque à la fin. J'ai pas encore parlé des services de presse non plus d'ailleurs. Enfin, j'ai craqué pour Les Refuges de Jérôme Loubry au livre de poche. Donc là, je vous lis comme d'habitude le résumé. Donc, installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale, qui vivait seule dans une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés, organisés et en quasi-autarcie. Tous décrivent sa grand-mère comme une personne charmante, loin de l'image que Sandrine en a. Pourtant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret, quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Et pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi ? Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949 ? Donc voilà, là on est plus dans le polar, je pense. Forcément, j'ai craqué, merci, pour La Cage. Elles ne s'en sortiront pas indemnes de Emma Segès aux éditions Philippe Ouzou. Et sur Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls aux éditions Pocket. Bon, j'embraye ensuite sur le service presse. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai la saga des enfants indociles qui apparemment est une duologie. J'ai déjà d'ailleurs lu, si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'ai lu le tome 1. Donc le premier c'est donc Les Portes Perdues et le deuxième donc c'est de Brindilles et d'Os. Donc je vous lis le résumé seulement du tome 1. Donc, dans l'obscurité de leur chambre, sous leur lit, même derrière une armoire, les enfants descendent le terrier du lapin blanc et réapparaissent ailleurs. Mais les pays imaginaires n'ont que faire de prodiges fatigués. Nancy y a fait un tour, puis elle en est revenue. Les choses qu'elle y a vécues l'ont changé à jamais. Les élèves qu'Eleanor West accueille au sein de son école le savent d'ailleurs très bien. Chacun d'entre eux doit se réadapter à ce monde et finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le lieu de ses rêveries. Pourtant, dans cette institution qui existe pour les protéger, une ombre se cache derrière chaque mur. Et des meurtres commencent à survenir. Voilà. Ensuite, les éditions Pygmalion m'ont fait le plaisir de m'envoyer le préquel de Feu et Sang, House of Dragon, de J.R.R. Martin, l'auteur du Trône de Fer. Donc en fait, il s'agit de l'histoire avant le Trône de Fer, concernant la famille, les ancêtres donc de Daenerys, les Targaryens.
Je l'ai eu en audition collector, toc toc comme on dit souvent. Magnifique, relié, superbe. Voilà. Et enfin, j'ai demandé L'ombre des autres de C.J. Tudor, donc à Pygmalion, aux éditions Pygmalion. Il envisageait de changer de fil quand le visage d'une fillette apparut dans le pare-brise arrière. Parfaitement encadrée par les autocollants écaillés, elle semblait avoir 5 ou 6 ans. Visage lunaire, joues roses, fins cheveux blonds rassemblés en 2 couettes hautes. La première chose qu'il se dit, c'est qu'elle aurait dû être attachée. La deuxième fut Easy. Depuis ce jour, Gabe n'a jamais revu sa fille. 3 ans après le drame, il arpente jour et nuit l'autoroute dans l'espoir de le retrouver. De leur côté, Fran et Alice passent aussi leur temps en voiture, mais pour fuir ceux qui leur veulent du mal. Leurs histoires convergent vers un même groupe, les autres. Soumettez-leur une requête, ils trouveront une solution, mais à quel prix? Donc voilà, au niveau du book haul, j'ai à peu près, donc là je les ai comptés, j'ai 43 livres que j'ai achetés le mois dernier. C'est énorme. J'espère que je vais me calmer parce que là, j'ai jamais été aussi forte. J'en profite également pour vous parler de mes petits marque-pages que j'ai trouvés sur internet. C'est des petits marque-pages aimantés en forme de papillon. Vous voyez, on en a plusieurs. Je les trouve absolument magnifiques. Pour une dizaine d'euros. Vous voyez, il y en a plein. Ils sont aimantés, je les trouve absolument superbes. Alors j'ai craqué là-dessus aussi. Et d'autres marque-pages parce que j'en avais plus. Mais là c'est plus des auras romantiques. Je vous les montre. Ça fait un moment que je devais vous les montrer. Et à chaque fois j'oublie. Donc voilà. Eux, je les ai achetés au mois de juillet. Ils sont absolument superbes. Et là c'est pareil. Pour 10 ou 12 euros, j'en ai eu à peu près une trentaine. Que je trouve absolument magnifiques. Ceux-là, ils sont cartonnés, ils sont pas aimantés. Hein. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit, parce que ma fille s'amuse avec ses jouets. Hein. On peut pas empêcher un enfant de jouer. Voilà. Donc mon book haul de septembre est terminé. Moi, je vous revois bientôt pour mon update lecture du mois d'octobre, parce que en même temps, sans le vouloir, je fais le Pumpkin Autumn Challenge sans vouloir vraiment y participer. Je m'aperçois que mes lectures correspondent à beaucoup d'entre vous, à beaucoup de menus et de sous-menus que le terrier de Guimauze a fait. Donc bon, bah, sans le faire exprès, j'y participe, alors que je me suis dit ça sert à rien que je fasse une pile à lire, parce que je ne m'y tiens jamais. Donc je vous en parlerai quand même bientôt, sachant qu'on a quand même jusqu'au début décembre. N'oubliez pas de commenter si jamais cette vidéo vous a plu, si certains livres vous intéressent, et un petit j'aime, un petit commentaire, ou si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si jamais ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir sur ce que je fais, ça me motive énormément. Moi je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Ciao ciao.